je m'appelle Nicolas Massol, je travaille à Libération sur l'extrême droite du coup depuis 4 ans, depuis les régionales de 2021 et pour ouvrir un petit peu cette question sur l'antisémitisme et l'extrême droite, je voudrais partager une sorte d'étonnement que j'ai à travailler moi sur l'extrême droite, à savoir que disons que l'antisémitisme de l'extrême droite n'est plus aussi évident qu'il l'était à une époque. Je pense que dans les années 80, 90, même dans les années 2000, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il était assez évident que quand on était d'extrême droite, on était antisémite, ou alors que l'antisémitisme était omniprésent dans l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, non pas parce que les gens d'extrême droite sont moins antisémites, peut-être qu'ils le sont moins, on en parlera, quoi. Mais parce qu'il est plus caché, plus dissimulé, plus latent, et donc du coup ça pose un certain nombre de problèmes, on le sent. Moi personnellement je le sens dans mon rapport aux sources, je le vois parce que je connais les biographies des gens, je vois certains sous-entendus qu'ils font, je sais ce qu'ils disent à d'autres personnes, mais il est moins évident, quoi. Donc c'est déjà ça. Travailler sur l'extrême droite, c'est aussi faire l'expérience d'une campagne dans 2022 où le candidat le plus radical, peut-être depuis Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, était lui-même juif. Et faisait côtoyer dans sa campagne des antisémites chevronnés, du neveu de Forisson à un ancien éditeur d'ouvrages négationnistes, avec des juifs, quoi. Donc c'est assez étonnant. Et puis donc, au point que, évidemment, la donne change depuis longtemps, parce que Marine Le Pen, bien aidée par Louis Alliot, ont toujours considéré que l'antisémitisme était le verrou de la dédiabolisation et que c'était la chose qu'il fallait faire sauter, quoi. C'est la question qu'il fallait régler. Depuis évidemment les attentats et l'attaque du Hamas en octobre 2023, la chose a énormément progressé et on en arrive au ministre de l'Intérieur, voilà, Bruno Retailleau, qui mardi matin disait tout simplement que l'antisémitisme avait deux visages, l'islam politique, celui de l'islam politique et celui de la France insoumise, en omettant totalement de parler de l'antisémitisme d'extrême droite. Donc du coup, Sylvain, si tu veux parler un petit peu de ça. Alors, merci. D'abord, je veux remercier les organisateurs. Je pense que c'est vraiment... Je suis très content d'être ici et je pense que c'est vraiment on l'a tous dit ce matin, mais je m'associe vraiment à cet événement qui, pour moi, est absolument fondamental et qui est une réflexion sur, justement, la place de l'antisémitisme dans la recherche en sciences sociales aujourd'hui. Alors, moi, je vais partir des attaques du 7 octobre, des attaques terroristes 7 octobre de 2023. Et notamment, je vais partir de la... Alors, j'avais un PowerPoint avec des tas de graphiques, des images, des extraits d'entretien. Je suis désolé, c'est pas la peine de se connecter, donc je vais... Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire à l'oral. Donc le 12 novembre 2023, donc la marche justement contre l'antisémitisme et pour dénoncer la résurgence, l'explosion des actes antisémites suite aux attaques du 7 octobre, avant même, il faut le préciser quand même, la réplique de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Et donc il y a eu toute une polémique qui a suivi sur le fait que le Rassemblement national, et Marine Le Pen en tête, a voulu s'associer à ce défilé, alors que dans le même temps, et je vais y revenir, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont refusé de s'associer à ce défilé. Et donc, je vais revenir sur finalement la genèse du tabou antisémite au sein du Rassemblement national, parce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu tabou. Alors, est-ce que c'est une dimension purement stratégique ou est-ce que finalement c'est un faux semblant? C'est assez difficile de répondre, de sonder finalement les consciences des individus, mais il y a quand même on a quand même une petite idée en étudiant un petit peu les discours ou alors la structure du parti. Alors, donc, il y a une polémique qui a fait suite à cette participation à la manifestation du 12 novembre, et notamment la polémique a été ajoutée par le fait que le 5 novembre, Jordan Bardella a fait une déclaration dans laquelle il indiquait que, selon lui, il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite.
Donc là, il y a quand même eu une sorte de clash, hein, parce que le Rassemblement national disait une chose et son contraire, hein. Donc d'un côté, on réhabilitait le leader historique qui a été condamné à de multiples reprises pour des propos antisémites et négationnistes, et donc on participait à cette manifestation du 12 novembre. Donc il a été invité dans une émission de télévision où il a fait en quelque sorte amende honorable et il est revenu sur ses propos. Mais quand même, euh, ça veut dire quand même que ça questionne non seulement l'héritage de Jean-Marie Le Pen, mais finalement la place de l'héritage antisémite au sein du Rassemblement national. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que moi j'ai vu, alors moi je fais du terrain au sein de ce parti politique depuis la fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2023, où j'ai fait un travail sur des députés qui sont d'anciens militants de la droite et qui sont passés au Rassemblement national. Et on voit que, par exemple, dans la fin des années 90, lorsque j'interviewais des militants, des dirigeants, des responsables, il y avait un fond antisémite qui était évident, en fait. Il y avait des allusions, il y avait une rhétorique, alors qui n'était pas forcément ouverte. Alors j'avais des choses comme Israël, c'est une pieuvre. Bon, c'est ce qu'on pouvait entendre dans des entretiens. Bon, là, évidemment, ça se passe de tout commentaire. Mais on avait une rhétorique un peu euphémisée voilà, pour désigner alors ce qu'on appelait le lobby. Voilà, c'était le lobby, sans dire lobby juif, mais c'était le lobby, mais c'était des allusions comme ça, mais qui finalement permettaient de placer des discours. Et puis petit à petit, à partir de 2010-2011, c'est-à-dire lorsque Marine Le Pen succède à son père à la tête du Rassemblement national, eh bien là, on commence à voir que quelque chose s'opère et que ces allusions, cet euphémisme, eh bien, sont de plus en plus tabous. On les entend de moins en moins. J'ai envie de dire, ils sont de plus en plus euphémisés, hein, ces euphémismes, pour quasiment disparaître. Et là, dans les dernières années où j'ai fait un peu de terrain, j'ai absolument entendu aucune allusion, aucun propos qui pourrait paraître un tant soit peu antisémite. Euh, ou alors chez des gens qui sont partis chez Zemmour, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Donc, 2010-2011, Marine Le Pen succède à son père à la tête du Rassemblement national, et là, elle tient un discours, hein, donc elle dit « Ce qui s'est passé dans les camps nazis constitue le summum de la barbarie ». Et donc, Marine Le Pen, elle dirige la campagne de son père en 2007, hein, et c'est elle qui persuade son père, finalement, de prendre un tournant républicain. Et donc, ça va se manifester chez Jean-Marie Le Pen sur le fameux discours de Valmy, hein, qui est tenu à l'automne 2006, dans lequel, finalement, il invite les jeunes d'origine immigrée, d'origine étrangère, à se fondre dans le creuset républicain, hein, c'est le terme qu'il emploie. Et donc on se demande à ce moment-là s'il n'y a pas véritablement un tournant qui est en train de prendre dans ce parti politique. Alors on peut s'interroger sur les raisons de ce revirement. Moi on peut en dénombrer plusieurs. Alors tout d'abord il y a des facteurs historiques. Le fait que la démocratie en France se soit reconfigurée à partir du traumatisme de la découverte des camps d'extermination à partir de 1945. Donc finalement, colporter des préjugés antisémites, c'est s'inscrire en faux avec ce fondement républicain. Il y a le facteur politique qui est lié à l'émergence du Front National, l'émergence électorale du Front National dans les années 1980, avec toutes les polémiques qui font suite aux propos négationnistes, antisémites, racistes de Jean-Marie Le Pen. Et donc là, je pense qu'il y a toute une pédagogie qui est menée par des associations antiracistes où on déconstruit son discours, et il y a une pédagogie qui est faite également dans les écoles qui va vraiment contribuer finalement à rendre tabou en quelque sorte cette expression non seulement antisémite mais du racisme, j'ai envie de dire brutal, cash.
Mais évidemment, ça n'a pas empêché le Front National de progresser. Et puis, il y a également, alors à mon avis, quelque chose de très important qui se passe à partir des années 2000. Ça commence dans les Pays-Bas, mais c'est une reconfiguration de la xénophobie et du racisme, qui va se faire, alors non plus à partir d'un discours ouvertement raciste, biologique, ni différentialiste à partir de la culture, mais on va justifier la xénophobie et le racisme à partir finalement d'une rhétorique démocratique, laïque finalement, et ça va être par exemple s'opposer aux musulmans, à l'islam, à partir des fondements de la laïcité. Ça veut dire qu'on va dire c'est une dimension civilisationnelle. Ça, c'est ce que m'a dit Marine Le Pen, par exemple, dans un entretien qu'elle m'a accordé en 2012. Finalement, l'islam serait incompatible avec les fondements de la laïcité, avec les fondements démocratiques, parce que, par exemple, l'islam serait incapable de faire la différence, de reproduire cette différence, cette séparation entre le politique et la religion. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été amorcé aux Pays-Bas avec des gens comme Geert Wilders, par exemple. Je ne vais pas revenir sur toute la généalogie. Et donc, on va mettre en avant, par exemple, la défense du droit des femmes, la défense des LGBTQ, justement, à partir de cette rhétorique identitaire. Et donc ça, c'est quelque chose dont moi, j'ai pu mesurer sur le terrain véritablement la dimension le succès qui est rencontré parmi les militants du Front National, encore à l'époque. Et moi, j'ai vu dans mon terrain, à ce moment-là, à cette époque, joindre le Front National des tas de personnes qui, jusque-là, ne se l'autorisaient pas. Des personnes LGBT, par exemple, qui rejoignent le Front National, parce qu'en tant qu'LGBT, jusque-là, ils ne pouvaient pas rejoindre le Front National. Et à partir du moment où Marine Le Pen reprend cette rhétorique, héritée des leaders populistes des Pays-Bas, eh bien, là, il y a une soupape qui lâche, et donc, on voit cette dimension, cette transformation, en quelque sorte, s'opérer. Et puis, il y a également des facteurs sociologiques qui fait que, ça c'est la dernière cause que j'identifie, c'est-à-dire que les musulmans, quelque part, en France, et ça toutes les enquêtes le montrent, c'est, avec les Roms, après les Roms, quand même, la population la plus rejetée de France. Donc finalement, c'est une population contre laquelle on peut construire une identité politique sans trop risquer finalement de se mettre au banc du champ politique. Donc il y a une dimension qui tient à une stratégie électorale. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et ça, je suis en train de travailler là-dessus, c'est que maintenant, lorsqu'on s'intéresse à cette question de l'antisémitisme dans l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle a disparu, même si on ne l'entend pas, en tout cas, c'est ce que j'en pense. C'est-à-dire que maintenant, il faut l'intégrer dans un cadre de recherche à travers une dimension interactionniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national construit sa légitimité finalement à la fois idéologique et politique contre la France insoumise et attribue la responsabilité unique de l'antisémitisme à la France insoumise. Et donc il y a une sorte de polémique qui est entretenue par le Rassemblement national et qui va projeter finalement les préjugés antisémites, soit sur LFI, pour dire mais vous voyez bien que c'est LFI à travers les propos de Jean-Luc Mélenchon ou les propos d'autres responsables. Enfin, j'en avais toute une liste, mais je vais pas la mettre et j'ai pas le temps de les lire. Qui finalement projettent, essayent d'extirper leur propre antisémitisme en le projetant sur celui de LFI,
Je suis désolé, mais c'est difficile de le penser autrement, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis également sur Zemmour. Et là-dessus, Zemmour a véritablement... par exemple, j'ai fait un entretien avec Sébastien Chenu, qui m'explique que finalement, tous les dingues, comme il dit, hein, ce sont ses propos, tous les dingues du Rassemblement national sont partis chez Zemmour. Et donc Zemmour a cette vertu finalement d'avoir attiré à lui tout ce qui était indéfendable au sein du Rassemblement national, et c'est quelque chose qui est exprimé à travers presque un soulagement finalement, hein, de ce point de vue-là. Vous avez par exemple d'autres leaders, par exemple quelqu'un comme Julien Audoul, alors qui est très investi également dans la dénonciation de la résurgence antisémite et également dans la défense de l'État d'Israël. Alors j'avais une très belle photo de lui dans son bureau de l'Assemblée nationale avec un drapeau à Stand with Israel, donc c'est assez intéressant quand même de voir à ce niveau-là. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du Rassemblement national, ceux qui sont le plus investis dans la dénonciation de la résurgence de l'antisémite sont des gens... 5 minutes, ça va. Sont des gens qui viennent finalement... c'est-à-dire qui sont issus d'autres partis que le Rassemblement national. Hein, c'est-à-dire soit ce sont des anciens UMP, soit ce sont des gens qui viennent du centre, comme Julien Audoul, et dont on peut interpréter finalement ce très fort investissement dans la problématique de la résurgence antisémite, peut-être par la nécessité, ça c'est une hypothèse que j'aimais, mais d'atténuer une sorte de dissonance cognitive du fait de leur ralliement au sein du Rassemblement national, et peut-être que c'est un ralliement qui n'est pas tout à fait assumé, et que prendre à bras-le-corps cette problématique antisémite, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui leur permet finalement de justifier ce ralliement et ce rassemblement. En tout cas, avec quelqu'un comme Julien Audoul, par exemple, c'est quelque chose qui me semble assez net. Et donc, de ce point de vue-là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a toujours finalement, qu'en est-il, j'ai envie de dire, qu'en est-il de l'antisémitisme au sein du Rassemblement national ? Il y a quelque chose qu'on peut voir, par exemple, c'est la disparition de Jean-Marie Le Pen, qui s'est faite il y a quelques jours, on est en pleine actualité. Et donc, c'est Sébastien Mosban, attention, qui me faisait remarquer, j'ai pas vu moi-même la nouvelle, mais que Julien Audoul, par exemple, apparemment, dans les médias, a indiqué que Jean-Marie Le Pen avait eu, dans son passé, la vertu de sauter avec les paras-français sur le canal de Suez en 1956, finalement, lors de l'opération du canal de Suez, et que donc, quelque part, il avait été investi dans la défense de l'État d'Israël, puisque c'était une opération conjointe avec la défense de l'État d'Israël. Donc là, on voit quand même qu'il y a une tentative un peu de joindre les... Non, mais c'est intéressant, c'est significatif. Juste une petite parenthèse là-dessus, l'extrême droite la plus antisémite des années 50-60 est sioniste. En 67, Lucien Rebattet fait part de son admiration pour l'armée d'Israël, et Xavier Vallat, qui est l'ancien commissaire aux questions juives, se met du côté d'Israël. Donc l'extrême droite antisémite type années 30-40 est totalement sioniste, tout en restant antisémite. C'est un paradoxe, mais... Alors en fait, il y a une... Voilà. Mais je pense que, ça, Nicolas en parlera mieux que moi, mais je pense qu'il y a une sorte de schisme au sein de l'extrême droite à cette époque. C'est-à-dire qu'il y a une extrême droite qui est plutôt... alors qui ne s'est pas remise du traumatisme de la perte de l'Algérie française, et qui va faire une sorte de projection sur Israël, finalement, qui va réussir à battre les armées arabes. Et donc il y a une sorte de revanche par procuration, et puis une autre, au contraire, qui va devenir pro-arabe, et qui va défendre les dictatures arabes contre Israël. Donc il y a une dimension à prendre en compte à ce niveau-là. Donc,
Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que on voit que aujourd'hui, et moi je le vois à travers cette dimension interactionniste entre LFI et par exemple le Rassemblement national, mais c'est que cette question de l'antisémitisme, aujourd'hui, elle contribue à reconfigurer le champ politique. Et on peut voir, la gauche est en train d'exploser sur cette question. Enfin, je veux dire, entre le Parti socialiste et LFI, je suis désolé, mais on continue de s'étonner comment ça n'a pas encore explosé, finalement, sur cette question-là. Et donc, on le voit notamment à travers le Rassemblement national. Et ce, alors que, et ça, je pense que Nona Meyer peut en parler dans ses travaux, on voit que jamais la société française n'a été aussi tolérante sur ces questions, finalement, sur ces problématiques identitaires, sur la tolérance à l'égard des immigrés, sur ce genre de problématiques. Hein. J'ai juste quelques chiffres. Hein. Par exemple, bon, ça c'est les travaux de Vincent Tibéry. Mais le soutien au droit de vote des étrangers est passé de 34% en 1984 à 50% en 2002. Hein, le sentiment selon lequel l'immigration constitue une source d'enrichissement culturel s'est passé de 44% à plus de 73%. Hein, et le sentiment selon lequel il y a trop d'immigrés s'est passé de 69% à 55%. Et donc j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de tension où à la fois il y a de plus en plus de tolérance, il y a de plus en plus d'ouverture, mais qui n'a pas sa traduction politique. Et donc je pense que c'est cette tension que révèle aujourd'hui cette problématique de l'antisémitisme et qui continue de courir le champ politique français. Je prends juste un exemple et je conclus là-dessus. Vous avez à l'Assemblée nationale un député RN qui s'appelle Frédéric Boccaletti et qui est quelqu'un qui a tenu une librairie qui s'appelait Antinéa, qui est le titre d'un ouvrage de Charles Maurras. Et dans cette librairie, on trouvait des ouvrages négationnistes. Et il a été élu et il est réélu à l'Assemblée nationale sans absolument être inquiété, mis en cause pour son passé sur ces questions-là. Donc on voit que cette question est quand même au sein du Rassemblement national beaucoup plus compliquée que ce qui peut y paraître. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, et c'est exactement la même problématique avec l'héritage Le Pen, c'est-à-dire que on ne peut pas aller trop loin non plus dans la dédiabolisation parce que j'ai presque envie de dire ce que disait Jean-Marie Le Pen. Un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Et donc il y a vraiment les deux leviers au sein de ce parti politique. Il y a la dédiabolisation, mais également il faut donner des gages à certains acteurs historiques qui continuent de peser à l'intérieur de l'appareil. Voilà, je conclue là-dessus. Merci de votre attention. Je voulais juste redire quelque chose sur Zemmour, revenir sur ce que tu disais sur Zemmour. Effectivement, il y a beaucoup de gens de dingues, donc c'est-à-dire les plus radicaux qui sont allés chez Zemmour. D'ailleurs, ces radicaux étant eux-mêmes parfois des antisémites qui ont été purgés du FN, RN, pour ce genre de choses. Donc, mais tu as aussi des gens qui n'ont pas franchi le pas. Par antisémitisme, parce que quand on voit des gens comme Frédéric Chatillon qui sont en fait des anciens du groupe Union Défense, donc qui sont eux des antisémites et qui en fait travaillaient dans toute la logistique, l'arrière-boutique, qui étaient des prestataires du FN, eux sont restés fidèles au FN RN par amitié, par lien personnel, mais aussi par antisémitisme. Et une petite anecdote, donc le directeur général, celui qui était le secrétaire général en gros du FN, du RN pendant la campagne de 2022, qui s'appelle Gilles Pénel, donc qui est un ancien d'un groupuscule accolé au FN de l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelait Terre et Peuple, qui est en gros un groupuscule racialiste, type un peu volkisch, quoi, allemand, quoi. La blague intérieure, c'était néo-nazi, pourquoi néo? C'était la blague classique des militants. Voilà, donc c'est un type de mec-là, donc ce type-là quand même qui était directeur général du RN jusqu'aux dernières législatives, partage un article disant que le Saracnafo, donc la compagne d'Éric Zemmour n'avait pas le biotope du marin pêcheur breton ou du paysan de l'Allier, quoi.
Donc on est vraiment dans l'antisémitisme le plus traditionnel, le plus nazi, quoi. Donc il est à côté de Marine Le Pen et il est là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se de temps en temps qui perce, mais qui moins qu'à une époque, effectivement. Donc peut-être à toi maintenant que... Ouais. Je vais parler, tu m'as demandé de parler de violence, je vais rebondir sur quelques petites choses. D'abord, je veux évidemment remercier les organisateurs aussi, parce que c'est vrai que c'est important. Et je vous rassure, je vais essayer d'être synthétique pour tenir le timing et qu'on finisse pas tard, pour mon humble part. Je voudrais rebondir sur deux petites choses. Par rapport à ce que disait l'ami Sylvain, avec qui je suis évidemment d'accord, ça fait 30 ans qu'on est d'accord avec Sylvain, donc ça c'est simple. Quelque chose qui est intéressant, c'est l'aventure d'Éric Zemmour, la façon dont il la lance par rapport à cette problématique et par rapport à la dédiabolisation. En 2002, Marine Le Pen, Louis Ayot et quelques autres estiment qu'il y a en fait 3 éléments. Il n'y a pas que la question de l'antisémitisme pour faire sauter. Il y a la question de l'antisémitisme et des provocations autour de l'extermination des Juifs d'Europe, ça bien sûr. Tout ce qui est racialisation de la nationalité, tel que le faisait le courant maigretiste, les gens de Terre et Peuple, etc., à l'intérieur du FN avant, qui considèrent tout aussi dangereux, et puis ce qu'on appelle le compromis nationaliste, le fait que le front doit être un front avec toutes les chapelles des extrêmes droites dedans. Monsieur Zemmour, lorsqu'il lance son aventure politique, il crée un parti qui est un compromis nationaliste, où on trouve toutes les tendances et toutes les chapelles qui sont rassemblées, et il utilise 2 thèmes. Le maréchal Pétain a sauvé des Français juifs, provocation sur le point qui a été éliminé depuis 20 ans, grand remplacement. Autre thème qui avait été éliminé depuis 20 ans. Et on voit bien effectivement qu'il arrive à faire sauter l'espace médiatique, pas l'espace électoral, parce que manifestement Marine Le Pen et Louis Alliot avaient raison sur la stratégie électorale. Par contre, qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans, il y a des leviers culturels extrêmement puissants. Extrêmement puissants sur différents types de clientèle. Je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le genre. Je viens de finir une étude sur 104 personnes qui ont été arrêtées depuis 2017, pour moitié pour des projets terroristes, pour moitié pour des faits activistes, en particulier de violence raciale. Et alors sur le genre, c'est tout à fait intéressant, vous n'avez que 9 femmes sur 104, 8 sur des projets de terreau, ciblant essentiellement des minorités d'origine maghrébine et africaine, et une militante néo-nazie de Blood and Honor, mais qui par contre n'est pas poursuivie pour des faits de violence personnelle directe. Il y a bien là-dedans quand même un comportement qui est un comportement assez différencié dans les haines et dans les détestations pour poursuivre la réflexion sur l'intersectionnalité des haines, telle que c'était dit tout à l'heure. Sur la question dont elle se produit, alors je crains de ne pas être d'accord avec monsieur le ministre de l'Intérieur, sur la base des archives du ministère de l'Intérieur de 1944 jusqu'aux années 2010. Qu'est-ce qui se passe si on prend les choses un tout petit peu dans le long cours? Pardonnez-moi de revenir à l'après-Seconde Guerre mondiale, mais vous allez comprendre la boucle qu'on va arriver à aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pense parfois, y compris dans nos milieux, il y a une série de violences antisémites après la libération en France, qui se font autour de la question des biens, des appartements, etc., qui ont été arianisés, à restituer. C'est souvent oublié. Il y a à ce moment-là, effectivement, ça va amener à des dissolutions, justement, de l'État, d'associations, mais il y a aussi des réseaux qui se créent, des réseaux avec des anciens SS. Par exemple, vous avez un réseau auquel participe Pierre Bousquet, qui est le fameux SS qui va déposer les statuts du Front National en 1972, où ils disent « Nous sommes la nouvelle résistance. La France est de nouveau en situation d'occupation juive, et nous sommes la résistance pour libérer le pays, tant et si bien que la DST intervient et arrête les uns et les autres. » On va être sur une phase où les violences antisémites, néanmoins, vont très rapidement s'écrouler. Parce qu'on est dans le contexte évidemment des guerres coloniales et de l'anticommunisme avec la question de la guerre froide. Et donc, oui, le juif n'est pas l'ennemi prioritaire pour l'essentiel d'entre eux. Voyons un exemple très simple. Dominique Vénère, qu'on peut considérer comme le père de la nouvelle droite, dont on se souvient pour son suicide à Notre-Dame en 2013. Il est arrêté une fois pour des violences dans la rue, ou avec un groupe de militants de Jeunes Nations dans les années 50, il tabasse des Noirs et une femme qui se baladent ensemble, parce que c'est une putain nègre, etc., etc. Vous voyez évidemment le vocabulaire qui est utilisé, il a raison du tabassage. Pas sur des violences antisémites, alors que l'antisémitisme est totalement structurant de sa pensée, mais on n'est pas là-dedans. On est sur la question raciale, dans la question du nationalisme blanc. On va voir la violence antisémite, et là-dessus les archives de police sont très très claires, progresser à la fin des années 70 à l'extrême droite, concomitamment de violences anticommunistes. Elles sont essentiellement faites par des militants néo-nazis, donc il y a une certaine rationalité, c'est le combat contre le judéo-bolchevisme, après tout. Et là, on a quelque chose qui est tout à fait important, qu'on a largement oublié, comme toutes les violences de l'extrême droite, qui ont toujours droit à une mensuétude assez extraordinaire de nos parts, de manière collective.
puisque le directeur central des renseignements généraux en 1979 chiffre à 50 le nombre d'attentats à la bombe faits par des néo-nazis en France, en particulier sur des commerces tenus par des juifs, qui est quelque chose complètement évacué de nos mémoires. Alors, cette progression qui est à ce moment-là assez continue, elle va être cassée avec un tournant très clair, c'est 1982. 80-83, baisse de 85% des violences antisémites attribuées à l'extrême droite par les services de police, progression de 225% des violences anti-maghrébines. Il y a un changement de cible qui est tout à fait net et tout à fait important. Et effectivement, cette dégringolade quantitative va continuer et s'accélérer de manière assez globale. Là aussi, quand on prend les archives de la DCRG, on constate qu'en 1990, les violences racistes sont attribuées à l'extrême droite par les services de police à 67%. En 2002, on n'est plus qu'à 9%. Donc effectivement, il y a un fort recul de cette part de la violence et il y a une forte spécialisation sur des victimes d'origine maghrébine plutôt que sur des victimes juives. Une fois de plus, là on parle de quantitatif, pas de qualitatif. En 84, en 95, vous avez des assassinats antisémites faits par des militants néo-nazis. Bien évidemment, il peut y avoir des faits qui, hélas, même s'ils sont peu nombreux, sont des faits puissants dans les faits. Donc on voit cette spécialisation se faire. Une extension effectivement de la violence antisémite par d'autres auteurs qui ne datent pas de la seconde intifada. Là aussi, les archives de police sont très claires. Ça date de l'été 90, de l'avant-première guerre du Golfe. On va voir cette extension de la violence se faire. Mais on va voir se faire au XXIe siècle un retour qui pose tout à fait question. Je reviens à 1944. 1944-1946, vous avez un certain nombre d'anciens collaborationnistes qui se mettent à poser de nouvelles idées, revivifier leur idéologie après le désastre. Que disent-ils ? Les Juifs ont gagné la guerre. Les Juifs ont gagné la guerre en manœuvrant les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'y a évidemment pas eu d'extermination des Juifs d'Europe. Ils en ont obtenu, bien évidemment, Israël. Alors après, on va dire à partir de 1948, mais ça commence dès 1944, ces discours-là. Mais ça leur a permis d'amener les Mongols, c'est-à-dire les Russes, et l'armée russe en Europe, les nègres américains. Et les Juifs vont finir l'Europe, après lui avoir fait la guerre, par effectivement leur remplacement racial, l'abâtardissement, qui va permettre leur plan mondialiste. Le mondialisme, c'est un mot, c'est Émile Le Cerf, un de ses anciens collaborateurs, qui l'impose dans les années 50, et Dominique Vénère, lui il est belge, Dominique Vénère, qui l'amène en France. Ce discours-là aux États-Unis, ça va être ce qu'on va appeler le Zionist Occupation Government, le gouvernement d'occupation sioniste et son White Genocide. Brenton Tarrant, par exemple, dans son manifeste, Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch, 51 morts en Nouvelle-Zélande, est très très clair sur toutes ces questions-là, et le dit, le grand remplacement, c'est le génocide de la race blanche. Cette idée que par la pornographie, par le métissage, par l'immigration, par la promotion de l'homosexualité, etc., le judaïsme, qui est un mondialisme, et le sionisme est un mondialisme, François Duprat le disait déjà très clairement dans les grands théoriciens de l'extrême droite française, le judaïsme est un mondialisme, le sionisme est un mondialisme, et ça passe par la destruction des Blancs. Et ça va faire effectivement le bœuf à bas de ce nouveau courant terroriste qui apparaît en 2015, qui s'appelle l'accélérationnisme, qui a frappé à Christchurch, mais on a évoqué El Paso, Pittsburgh, etc., un certain nombre d'attentats. Et en France, on est actuellement sur une montée qui a été contrôlée par les services de renseignement, mais quand même, je vous rappelle qu'on est à 13 attaques déjouées au sens du Parti national antiterroriste depuis 2017, ce qui veut dire qu'on pourrait en mettre d'autres si on n'était pas le PNAT. Au 1er juillet, il y avait 67 personnes dans les prisons françaises pour des raisons de violence d'ultra-droite, dont 17 pour des affaires terreau. On n'en avait qu'un il y a quelques années. On est vraiment sur une courbe très ascendante. Et là, par contre, on est sur des gens qui vous disent ce que nous reprochons à Hitler, c'est très clair dans le manuel accélérationniste, c'est de ne pas avoir fait l'extermination des Juifs d'Europe. Résultat, ça s'est payé du White Genocide. Nous ne commettrons pas la même erreur. Nous massacrerons les minorités ethniques sur nos sols, mais le but est un génocide, effectivement, complètement intégral de la race blanche. Et là, c'est intéressant. Par exemple, l'affaire Waffencraft, qui est le premier affaire de complot terroriste d'extrême droite de ces dernières années, jugé aux assises et non pas en correctionnel, avec des peines jusqu'à 18 ans en première et en deuxième instance. On a affaire à des gens qui sont complètement sur cette idéologie-là, complètement sur cette représentation-là, qu'ils écrivent en long, en large et en travers. Nous sommes grands remplacés, envahis, islamisés, et c'est la faute des Juifs. C'est l'ultima ratio
derrière tout ça. Alors, résultat, il y a une question du retour de la pensée antisémite. Et quand tu évoquais tout à l'heure, effectivement, Le Pen et la question du canal de Suez, c'est vrai qu'on voit bien les évolutions. Parce que Le Pen le dit quand il va aux États-Unis en 1985 rencontrer un certain nombre de responsables juifs américains. Il leur raconte cette histoire. J'ai voulu déserter pour rejoindre Tsahal à l'époque du canal de Suez, etc. Il est très content, il prend des contacts pour aller en Israël. Il lâche le point de détail. Ça crame un peu le fait d'aller en Israël, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ses mémoires. Ça n'a pas été relevé. Parce que dans ses mémoires, Jean-Marie Le Pen, dans le tome 2 de ses mémoires, si vous le recherchez, écrit que c'est au moment du point de détail qu'il s'est rapproché d'un certain nombre de points de vue et d'analyses de François Duprat, jusqu'à lequel il n'avait pas forcément prêté garde jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, donc, selon la formule de Duprat, il y a une réalité occidentale du sionisme. Il y a un lobby sioniste qui façonne toute la politique occidentale dans le but d'assurer cette mainmise juive. Et ce que vous dit Le Pen à ce moment-là, c'est la formule la plus antisémite qu'il ait jamais utilisée. Dire le scandale du point de détail m'a rapproché des analyses de François Duprat, il n'a sans doute jamais écrit, pensé, dit quelque chose d'aussi antisémite. Alors c'est cryptique, évidemment, qui fait que ça passe complètement à côté, mais ça montre comment, effectivement, il a pu avoir des retours. Et cet écroulement de l'antisémitisme qu'on avait pu avoir le sentiment d'avoir dans les années 80-90 à l'extrême droite, qui a permis de donner des bases, effectivement, à des redéploiements tels que ceux, et en particulier des redéploiements dialectiques tels que ceux que décrivait l'ami Sylvain, on est aujourd'hui sur une question, effectivement, d'un possible retour non seulement de l'antisémitisme à l'extrême droite de manière plus importante, mais en particulier d'un retour de l'antisémitisme violent à l'extrême droite, qui était une question, effectivement, il y a vu la spécialisation de la cible sur les Maghrébins qui avait fait considérablement baisser. Voilà. Ça, on n'a pas... Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qui a été publiée dans le 30e rapport de la CNCDH, donc piloté par Nona Mayer et Vincent Tiberi, en 2021 donc, qui portait sur la haine en ligne et en particulier sur une cartographie, un essai de cartographie de la haine en ligne sur YouTube. C'est une étude qui a été conduite avec le Media Lab de Sciences Po, qui est un laboratoire intégré à Sciences Po qui a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant par Bruno Latour et qui sait bien faire ce genre de choses. C'est-à-dire qui sait cartographier, utiliser des méthodes algorithmiques, mathématiques si vous voulez, pour donner un point de vue sur un ensemble de données. Là, on va parler de 2 millions de commentaires. Je vais essayer 10-15 minutes de vous expliquer la méthode et surtout les résultats, qui ne ferait pas plaisir à Bruno Retailleau. Et d'abord, revenir sur l'intérêt de cette question. Bon, c'est maintenant bien documenté. Les numériques, les plateformes numériques, elles ont ouvert des espaces de discussion, des espaces de parole à énormément de nouveaux locuteurs. Elles ont abaissé le coût d'entrée dans l'espace public, si vous voulez. Et donc, en faisant arriver comme ça une espèce de nouvelle parole, une parole qui avait peu d'accès à l'espace public, qui jusqu'à les années 90 était réservée à ces fameux gatekeepers, ces journalistes, hommes politiques, lobbyistes, tout ce que vous voulez, on peut étudier, ou en tout cas on peut approcher la façon dont les internautes, et on est peut-être tous ici des internautes, s'approprient des récits antisémites ou en tout cas mesurer la prévalence de l'antisémitisme et du discours antisémite dans le discours en ligne. Voilà. Donc, c'est parce que cette question des discours de haine en ligne est une question sociale. Hein. Je reprends la citation de Robert Castel qui a été utilisée par 2 fois hier, qui fait de la sociologie une science qui s'intéresse aux questions qui nous sont posées ici et maintenant. Les discours de haine, du fait de la prolifération de tous ces énoncés et tous ces nouveaux locuteurs sur les plateformes numériques, c'est une question importante. À laquelle on a essayé au Media Lab, donc, de répondre et de comprendre un peu mieux quels étaient ces discours de haine. Je vais vous expliquer pourquoi on s'est attaché en particulier à YouTube et je vais vous présenter nos résultats en 3 sous-questions. D'abord, la première, c'est celle de la prévalence de ce phénomène. C'est combien les discours de haine? Est-ce que c'est beaucoup de commentaires? Est-ce que c'est beaucoup d'énoncés? Ensuite, deuxième question, c'est où sur YouTube? C'est sur quelle chaîne, sur quel groupe de chaînes, sur quel sous-espace de YouTube qu'on trouve ces discours-là. Et enfin, le troisième aspect, ça va être une
une petite description, disons, socio-sémantique de ces discours de haine. Qu'est-ce qu'ils disent, ces discours de haine? Quels récits ils emploient? Quelles sont leurs formes? Et quelque part, en regardant un tout petit peu les indices sur les locuteurs que nous laisse la façon dont ils argumentent, les mots qu'ils emploient, qui sont-ils, ces locuteurs? Voilà un peu les 3 questions auxquelles on a essayé de répondre dans ce rapport. Alors, je vous parle brièvement de la méthode parce qu'elle est quand même importante et elle va être amenée, c'est un ensemble de corpus de méthodes qui sont déjà présents dans les sciences sociales, qu'on appelle sciences sociales computationnelles. On étudie des données issues du web et comme on a énormément de données, c'est des gros corpus de données, qui sont souvent exhaustifs. On peut récupérer tous les commentaires qui parlent d'une question. On n'a pas besoin de faire des échantillonnages, choses comme ça. Donc ça implique de refonder ou d'utiliser certaines méthodes statistiques. Bon, d'abord, pourquoi YouTube? Parce que c'est le deuxième site web le plus visité dans les années 2020, le premier étant la page d'accueil de Google. On estime, ça c'est un sondage Statista de début des années 2020, qu'à peu près 60% des internautes se rendent très régulièrement sur YouTube. YouTube, comment ça fonctionne? Simplement, vous avez des entités, des gens ou des groupes qui ont des chaînes. Donc ça peut être le Front National qui a une chaîne, Marine Le Pen qui a une chaîne, France Info TV qui a une chaîne. Et ces chaînes, elles publient des vidéos, plus ou moins régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Et les internautes peuvent réagir à ces vidéos en les commentant. Et nous, ce qu'on a étudié, c'est les commentaires de ces vidéos. On n'a pas étudié ce qui est dit dans la vidéo, ou alors de manière détournée. Mais ce qu'on a collecté, et on peut collecter, c'est pas extrêmement compliqué, on peut collecter les commentaires qui sont laissés sur YouTube par tous les internautes, n'importe qui. Vous pouvez ouvrir YouTube maintenant, aller voir une vidéo et puis mettre un commentaire. On a pris donc 680 chaînes à peu près, c'est un échantillon de chaînes globalement représentatif de ce que sont les chaînes politiques et d'humour et de divertissement en France. Et on a pris les commentaires pendant les 3 derniers mois de l'année 2020. Le Covid était déjà là. Il y avait eu quelques mois avant une phase de curation, parce que un aspect important, c'est que YouTube modère les commentaires. Il y a des algorithmes qui tournent automatiquement sur la plateforme, qui repèrent les discours violents. Bon, les règles de modération sont pas précisément connues, mais on sait que les contenus négationnistes, les contenus qui font l'apologie du terrorisme de manière non ambiguë, de manière franche, disons, l'algorithme utilisé par YouTube, qui est donc développé par Google, a les moyens de les reconnaître. Sachant ça, qu'est-ce qu'on a fait? 2 traitements algorithmiques. Première chose, on a essayé de cartographier ces 680 chaînes en les regroupant en ensemble de chaînes. Vous avez des chaînes qui parlent de tout, je l'ai dit, des chaînes qui parlent de pêche, des chaînes qui parlent de comment chasser les nids de guêpes, vous avez des chaînes qui parlent de la politique, vous avez des humoristes qui publient des vidéos à contenu plus ou moins lié avec l'actualité politique, vous avez les grands médias qui publient des chaînes. Bon, comment on fait pour organiser tout ce fouillis? Sachant qu'on n'a que des commentaires, on n'a que les collectes, donc 2 millions de commentaires. On va regarder les chaînes qui sont commentées par les mêmes personnes. Et surprise, très souvent, parce qu'on sait qui a laissé les commentaires, on a un identifiant. Très souvent, ceux qui commentent des vidéos de pêche commentent aussi des vidéos de chasse. Ceux qui commentent des vidéos sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon commentent aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de François Ruffin. Ceux qui commentent des vidéos produites par Boulevard Voltaire commentent aussi des vidéos produites par l'Action française. C'est comme ça qu'on fait. On regarde quel réseau on peut créer et comment on peut associer les chaînes les unes aux autres en fonction des groupes de commentateurs qu'elles ont en commun. Ça permet de faire un réseau, simplement, et ensuite de découper ce réseau en groupes de chaînes qui sont plus souvent associés. Là, ce qui est vachement intéressant pour un chercheur, c'est que vous n'appliquez pas de grille de lecture a priori. Vous ne dites pas, on va mettre ensemble toutes les chaînes de droite, toutes les chaînes de gauche. Vous laissez la carte se faire de manière inductive par
les commentaires et les pratiques des internautes. Et ensuite, vous regardez votre carto, et puis vous mettez des labels. Vous dites, voilà, en fait, là, c'est les chaînes d'humour, là, c'est les chaînes de médias centraux, là, c'est les chaînes de gauche, là, c'est les chaînes de droite, etc. Donc, il y a 2 groupes de chaînes qui vont nous intéresser particulièrement. C'est les chaînes qui sont des chaînes de médias d'extrême droite, et on a appliqué des idéotypes, évidemment, parce qu'il faut essayer de synthétiser ce qu'il y a dans ces groupes de chaînes qui sont homogènes relativement, mais des fois il y a des petites exceptions. Donc on avait un ensemble de chaînes qu'on a appelé l'extrême droite identitaire, où vous aviez l'Action française, où vous aviez Boulevard Voltaire, où vous aviez des chaînes qui diffusaient des contenus liés à la liturgie catholique. Et on avait un deuxième groupe de chaînes qui n'était pas le même que le premier, qui était ce qu'on a appelé la droite nationale populiste, où vous aviez cette droite radicale dont l'ennemi principal, c'est la finance mondialisée, le nouvel ordre mondial, etc. Vous allez trouver les chaînes de François Asselineau, les chaînes de Florent Philippot, voilà. Aussi, avant qu'il soit supprimé, la chaîne d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Ça, c'est la première opération statistique. Je vais aller très vite sur la deuxième. La deuxième, on a entraîné un algorithme à reconnaître des énoncés antisémites. Donc on était 5, on s'est mis autour d'une table, on a regardé la définition fournie par l'Alliance internationale de la mémoire de l'Holocauste, et on a ensemble étiqueté des milliers de commentaires. C'est ça, entraîner un algorithme. Vous expliquez à votre machine ce que c'est que cet énoncé-là en particulier est antisémite, que celui-là ne l'est pas. Alors, évidemment, les sous-entendus, les euphémismes, ça rend extrêmement compliqué la tâche. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Ça, on pourra peut-être en discuter dans les questions. Même le contexte d'un commentaire peut faire qu'il est antisémite ou pas. La simple utilisation du mot « camp » dans un commentaire peut être absolument antisémite ou au contraire parler d'un camp de vacances. Mais bon, il y a quand même des énoncés, il y a quand même des façons de faire et de reconnaître. On a étiqueté 5000 commentaires. Et l'entraînement d'un algorithme, c'est ça. Vous lui donnez 5000 commentaires, vous lui dites, voilà, ça c'est antisémite, ça ne l'est pas. Maintenant, compte tenu de ça, sur les 2 millions de commentaires qu'on a collectés, dis-moi ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas. Parce que vous ne pouvez pas vous-même, tout seul, étiqueter 2 millions de commentaires. Même à 5, même à 10, ça prend trop de temps. Et ensuite, on colle ces 2 opérations statistiques l'une à l'autre pour regarder sur quel territoire de YouTube il y a quels énoncés antisémites. J'en viens au résultat. Premier résultat, à nouveau, l'opération d'apprentissage et d'annotation pour l'algorithme, elle est pleine de biais et eu égard à la difficulté qu'il y a à dire ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas, étant donné toutes les frontières de discours et tous les sous-entendus qui sont présents, comme Sylvain Crépon l'a rappelé, au sein des prises de parole du RN aujourd'hui, des militants du RN aujourd'hui. Donc, à peu près 0,6% des commentaires. C'est-à-dire un commentaire sur 200, je crois, si un peu moins qu'un commentaire sur 200, avait eu ce qu'on a appelé une empreinte antisémite. Maintenant, où est-ce qu'ils sont ces commentaires ? Préférentiellement dans les chaînes et dans les groupes d'extrême droite. C'est très clair. On trouve aussi des énoncés antisémites dans les chaînes de gauche, dans les médias centraux. On en trouve dans les chaînes liées à Israël, une des chaînes qui, toute seule, pas dans son groupe, mais toute seule, qui génère le plus de commentaires antisémites, c'est la chaîne de Tzahal. Bon. Mais au niveau des groupes, ce sont ces groupes de chaînes d'extrême droite. On trouve des discours qui varient en fonction des groupes de chaînes en question. C'est-à-dire que dans l'extrême droite identitaire, on va trouver préférentiellement ces vieux discours sur le peuple déicide, ces vieux discours qui font des juifs des ennemis des catholiques. Donc des discours qui sont pleinement en affinité avec les contenus qui sont publiés par ces chaînes-là. Et on va trouver sur les chaînes de droite nationale populiste des énoncés qui font des juifs les organisateurs d'un complot mondial, d'un complot pédosatanique, tous ces tropes qui sont bien connus. Et donc, troisième question, pour conclure. Maintenant qu'on a pu mettre de côté des centaines d'énoncés antisémites sur Internet, qu'est-ce que c'est que cette parole-là ? Est-ce que c'est une parole comme une autre ? Est-ce que c'est une parole à part ? Et
étant donné les indices linguistiques, les arguments qui sont déployés dans ces commentaires-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer des locuteurs? Alors, ce qui apparaît particulièrement, et ça fait vraiment écho à quelque chose qui a été dit hier par Emmanuel Lévin quand il écrivait le discours antisémite qu'il peut y avoir chez certains militants décoloniaux, vous avez des balises linguistiques, des références, un bricolage de références en fait. Pas du tout un discours construit, entre guillemets, qui rappellerait des discours d'intellectuels antisémites tels que Maurras, Barrès, Rebattet, etc. Vous avez vraiment un usage comme ça de petits mots-clés qui sont employés, des fois empilés les uns les autres, et qui vraiment ont cet aspect de bricolage, quoi, comme Lévi-Strauss l'expliquait quand il parlait des mythes. Alors, je peux vous donner quelques-uns de ces mots-clés, et vous allez peut-être voir une des références derrière. Donc, mondialisme, effectivement, communauté organisée, communauté de lumière, sayanisme, national-sionisme, opposition contrôlée. Il y a aussi des petites références au messianique Sabbatai Tsevi, par exemple. Oui. Oui. Et derrière tout ça, l'influence quand même de certains militants, comme Alain Soral, par exemple, sont Dieudonné, sont vraiment sensibles, ces influences-là. C'est-à-dire que ces personnes ont joué, et au point de vue de l'étude de la circulation des idées, c'est quand même très intéressant, ces personnes ont joué le rôle de passeurs, si vous voulez. Ils ont donné une espèce de lot de référence, de kit, pour pouvoir exprimer une parole antisémite, la matinée de tout un tas de vernis humoristique qui va très très bien dans les cultures web, dans ces espaces de prise de parole où on valorise le détournement, l'ironie, et donc voilà, peut-être conclure sur l'aspect très particulier de cette parole qui, quand on lit le livre qui a paru récemment de Félicien Faury sur les électeurs ordinaires, lui, au contraire, dans les enquêtes qualitatives qu'il fait dans le sud-est de la France, auprès de personnes issues des classes populaires, il explique que le terme de grand remplacement, par exemple, il ne l'a pas du tout entendu. Que la façon dont ces personnes-là parlent n'est pas du tout à base de références conceptuelles, de petits mots-clés comme ça, mais est en fait une véritable parole ordinaire de tous les jours. Et c'est pas ce qu'on trouve sur le web. On trouve une parole qui est propre, qui est vernaculaire quelque part, qui est propre à ces espaces-là. Et qui donne à réfléchir finalement, quand on repense à la stratégie qui a été celle du Front National dès la fin des années 90 et dans les années 2000, qui consistait à faire du web l'outil pour conquérir l'hégémonie culturelle et véhiculer comme ça les idées du Front National. Voilà, merci. Je travaille depuis quelques années maintenant, principalement en réalité sur les initiatives, les réponses à l'extrême droite, au radicalisme de droite dans différents pays européens. Donc la dimension comparée m'est assez chère et forcément la question de l'antisémitisme apparaît de temps en temps sans être pour autant mon objet d'étude central. Pour autant, j'espère pouvoir vous dire 2-3 choses intéressantes dans le cadre de la thématique de ce panel. Donc en fait, j'ai mené ces 4 dernières années avec des collègues européens un projet de recherche sur les réponses aux partis radicaux de droite européens, donc dans divers pays, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, le Danemark, la Suède, l'Italie et l'Espagne, et depuis beaucoup plus récemment la France. Donc le pan français n'est pas du tout conclu, mais par contre, les autres pays, c'est le cas. Et dans le cadre de ce projet de recherche, on a construit une base de données qui vient de manière non exhaustive, contrairement à mon collègue, compiler un ensemble d'initiatives qui ont été lancées, qui ont été conduites par divers acteurs à l'encontre des pays radicaux de droite des partis radicaux de droite de ces pays-là.
Et donc, en préparant ce colloque, ce que j'ai fait de manière très limitée, c'est d'interroger cette base de données, de manière comparée forcément, que nous construisons depuis plusieurs années, afin de voir ce qu'elle nous dit sur la présence de la parole antisémite ou d'actes antisémites par ces partis-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces partis-là? Soit par leurs leaders, soit par certaines personnes qui ont été codées dans la base de données comme sympathisants, comme personnes encartées, qui ne sont pas forcément donc des personnes connues à l'échelle nationale dans les différents pays. Évidemment, comme dans toute recherche, des biais assez importants. Là, le biais principal, c'est que c'est une base de données que l'on a construite par un codage d'articles de presse. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé, on a échantillonné, on s'est intéressé à certaines éditions, pas à tous les jours de toute l'année, donc un certain nombre d'articles qui évoquent de manière plus ou moins exhaustive une initiative qui a été prise soit par des acteurs politiques, soit par des acteurs de la société civile, soit par des acteurs liés aux autorités publiques, des juges par exemple, des procureurs, à l'encontre d'un membre ou d'une sympathisante des partis qui nous intéressent. Donc concrètement en Hongrie c'est le Fidesz, c'est le Jobbik, c'est le PiS en Pologne, en Allemagne c'est l'AfD, Vox, la Ligue en Italie, Sverige Demokraterna en Suède et Dansk Folkeparti au Danemark. Et donc pour le codage français qui est en cours, je vous en dirai quand même quelques mots, c'est le RN et évidemment Reconquête. Et donc, forcément, il y a des biais, puisqu'il y a un certain nombre d'initiatives qui nous échappent. On a codé avant tout des journaux nationaux, donc on peut bien imaginer qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les territoires qui n'arrivent pas à faire la une dans les journaux nationaux, même si on sait aujourd'hui, grâce à un certain nombre de recherches menées, notamment par des collègues comme Katerina Froyo, qui montrent aussi la capacité de l'extrême droite en tant que famille politique à obtenir une couverture médiatique assez importante. Pour autant, il y a des biais dans la manière dont on a collecté ces initiatives. Bon, pour autant, on a, hors cas français, 2835 initiatives. Si on ajoute la France, c'est en cours. On devrait en avoir à peu près 300-350 en plus. Donc voilà, moi j'ai ouvert cette grande base et j'ai tapé finalement antisémitisme, antisémite, pour voir ce qui sort. Donc c'est quand même assez rapide comme recherche, mais j'espère que ça peut ouvrir le débat ou en tout cas nourrir les interventions précédentes. Donc globalement, je pense qu'il y a deux idées en tête à garder sur ce que j'ai pu observer. Premièrement, tous les pays et donc tous les partis radicaux de droite en Europe ne sont pas affectés de la même manière, là essentiellement par la parole antisémite, et donc la parole antisémite qui arrive dans la presse et dont on discute dans l'espace public. Ça ne va pas trop vous étonner, il y a quand même une forte présence de l'expression antisémite dans les partis radicaux de droite français, notamment en raison de l'émergence d'Éric Zemmour et de sa candidature à la présidentielle, donc assez tôt, dès 2020 en réalité. Donc premier pays de la France. Deuxième, ça ne devrait pas trop vous étonner, c'est la Hongrie, avec la mobilisation antisémite de la figure de George Soros, pour dénoncer à chaque fois les procédures, notamment européennes, qui ont été déclenchées contre la Hongrie, en raison donc de la restriction, notamment du respect de l'état de droit par les gouvernements menés par le Fidesz. Et troisième cas, dans une moindre mesure, la Pologne, avec un certain nombre de décisions antisémites qui ont été promues depuis 2015 par le PiS, qui n'est donc aujourd'hui plus au pouvoir. Absence par contre de données au Danemark, en Espagne et en Italie. Donc attention, ça ne veut évidemment pas dire que l'extrême droite dans ces pays-là ne véhicule pas une parole antisémite, n'a pas des préjugés antisémites. En tout cas, ça n'apparaît pas dans notre base de données. Donc probablement que le positionnement de partis comme Vox, qui est un parti assez récent sur ces questions-là, n'est pas exactement le même que celui du Fidesz ou du PiS ou bien évidemment de Reconquête.
Donc ça, c'est le premier résultat, on va dire. Et le deuxième, c'est dans les cas où l'antisémitisme de ces partis-là s'exprime visiblement et donc fait l'objet de réactions, puisque c'est le cœur de notre base de données. Globalement, premier élément intéressant, les initiatives d'opposition à cette parole souvent ou à ces décisions de nature antisémite sont fortes et souvent unanimes. Donc c'est souvent, on a un cluster d'acteurs de la société civile, d'opposants politiques qui montent au créneau finalement pour s'y opposer. Ça a été le cas, c'est toujours le cas, donc suite aux propos antisémites, révisionnistes d'Éric Zemmour en France, on le sait. C'est aussi le cas en Pologne ou en Hongrie, où là s'ajoutent beaucoup plus, en tout cas que dans le cas français, de nombreuses oppositions européennes et internationales. La dimension transnationale de l'opposition au radicalisme de droite, spécifiquement, enfin pas que, mais notamment quand il véhicule aussi l'antisémitisme, est très forte dans ces deux pays-là. Deuxième élément, l'antisémitisme, dans les cas répertoriés, est très souvent lié à la Seconde Guerre mondiale, ou on va dire à ce qui s'est passé en Europe des années 30 à la moitié des années 40. En France, ça nous est familier si on a suivi l'actualité de ces dernières années avec la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la persécution des Juifs en France. Dans le cas allemand, la place du national-socialisme dans l'histoire allemande, finalement, est-ce qu'on ne laisse pas une place trop importante à cette période dans la mémoire allemande? Et ça, c'est probablement en lien avec ce que Bruno a pu vous dire sur l'antisémitisme secondaire. Et en Hongrie, c'est très souvent lié aux hommages qu'il va y avoir. Alors, il y a d'un côté la parole antisémite liée au déclenchement de procédures européennes à l'encontre de ce pays. Et dans les autres cas, c'est des hommages à d'anciens acteurs politiques, collaborationnistes, admirateurs du national-socialisme et d'Adolf Hitler. Et dans le cas polonais, c'est là encore le débat classique de la responsabilité et du refus de la responsabilité des Polonais dans la Shoah. Donc finalement, on est à chaque fois, dans chaque contexte national, face à des thématiques qui renvoient souvent à la responsabilité de ces pays-là dans la Shoah. Et dernier point, il est rare que l'antisémitisme soit central dans les stratégies politiques et discursives des différents partis radicaux de droite étudiés en Europe, sauf dans deux cas. Le cas Zemmour, avec donc la réhabilitation de Pétain dont on a parlé, et dans le cas du Fidesz hongrois, avec, comme je vous l'ai déjà dit, la mobilisation de la figure de Soros pour expliquer le prétendu acharnement des institutions européennes contre ce pays-là. Peut-être en deux mots, je voulais finir sur le philosémitisme de certains partis radicaux de droite qui n'est visible dans notre base qu'en France en réalité, qu'en France et qu'au sein du RN. Donc là, je pense qu'on est quand même... je suis assez raccord avec peut-être ce qui a pu être dit précédemment, avec donc cette volonté de se distancier, en tout cas dans la parole publique, politique, de l'antisémitisme et de développer un discours de protection des populations juives contre l'islamisme, contre l'expression antisémite de ce que le RN appelle l'islamisme, et donc qui est en réalité beaucoup plus large. Donc, ce qui est, à mon avis, intéressant d'un point de vue comparé, c'est aussi de voir quand même la capacité des droites radicales européennes à faire exister et coexister dans leur discours à la fois un antisémitisme traditionnel qui probablement ne vous étonne pas dans chaque contexte national, lié aux histoires européennes durant les années 30 et 40, et
une parole philosémite lorsqu'il s'agit d'exprimer sa sympathie, son soutien vis-à-vis de l'État d'Israël et vis-à-vis également des politiques menées par les gouvernements israéliens, ce qui là encore n'est pas forcément très surprenant dans la mesure où on a aussi en Israël un shift un petit peu vers la droite et donc une présence aussi de cette famille politique-là dans, en tout cas, les derniers gouvernements, ce qui peut aussi donc faire le pont avec un certain nombre de travaux menés, y compris par certains collègues universitaires israéliens, montrant et expliquant cet apparent paradoxe qui n'est en réalité qu'apparent, de la droite et surtout l'extrême droite israélienne d'être en capacité aussi de mener de manière plus ou moins ponctuelle des alliances avec certaines de ces forces politiques-là dont je viens de vous parler ces 10 dernières minutes. Voilà pour ma part. Merci, c'était passionnant. J'ai plein de questions, je vais essayer de réduire. Il y en a une pour chacun. D'abord pour Sylvain, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on peut pas nuancer encore un peu plus parce que l'idée que le RN est de moins en moins antisémite, parce que quand tu regardes les candidats aux dernières législatives, ils étaient quand même assez antisémites avec des casquettes nazies et des propos du genre mon médecin est juif et mon ophtalmo est marocain. Le deuxième, quand tu regardes les sympathisants, avec les données de la CNCDH ou bien les données électorales, de très loin aujourd'hui encore, les plus antisémites de tous et de très loin, c'est les sympathisants et les électeurs du FN. Ça fait une courbe en U. Vous ne serez pas étonné de voir que ça remonte à l'extrême gauche et en particulier à LFI, mais c'est généralement un peu plus bas que du côté de l'extrême droite. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et l'ennemi principal, c'est les immigrés et les musulmans, parce qu'ils sont plus antisémites, mais ils sont beaucoup plus anti-immigrés. Dans certaines de nos questions, il y en a 90% qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France, ou 95%, donc c'est assez clair. Bon, la question à Nicolas, c'est est-ce qu'on ne peut pas compliquer un peu les choses ? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose au niveau de la remontée des actions violentes de l'extrême droite post-Covid ? Je pense à la remontée de toutes ces mobilisations d'extrême droite avec des slogans des années 30, avec le « ils sont partout ». Est-ce que tu le vois dans ta base de données ou bien est-ce que c'est uniquement au niveau de ces manifs ? Mais parce que là, tout d'un coup, tu avais véritablement un retour à tout ce discours des années 30. Et l'autre, inversement, au niveau des Maghrébins, les attaques contre les Maghrébins, c'est les années 70-73. Tu as jusqu'à 50 morts d'Algériens, etc. Est-ce qu'il n'y a pas déjà à ce moment-là une remontée de la violence d'extrême droite anti-maghrébine? Donc ça, c'est juste une question. Pour Benjamin, dont je connais bien le travail, j'avais juste une question. Qu'est-ce qui est le plus important ? Sionisme, tu as parlé de la définition de l'IRA, qui n'est pas une vraie définition, qui ne sert à pas grand-chose. Mais est-ce que c'est plus les bons vieux stéréotypes antisémites, ou est-ce que c'est plus le nouvel antisémitisme en passant par Israël? Ce qui m'amène à la dernière question. Vous avez parlé de philosémitisme, mais est-ce que c'est du philosémitisme ou est-ce que c'est du philo-israélisme? Est-ce que votre dernière phrase... Moi, j'ai une question qui porte, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus, sur, on va dire, la structuration internationale ou européenne des extrêmes droites. Alors, on voit que là, du coup, Elon Musk a fait un long entretien avec Alice Weidel, la patronne de l'AfD, hier. On sait que la Russie aussi participe à fédérer ces extrêmes droites, etc. Est-ce que vous avez connaissance d'espaces actuels de travail collaboratif entre les extrêmes droites, peut-être à l'échelle européenne, où justement sont discutés ces enjeux stratégiques de positionnement vis-à-vis de l'antisémitisme, vis-à-vis d'Israël et de la riposte actuelle israélienne à Gaza? Je faisais partie des gens qui, le 12 novembre, sont allés perturber, tenter d'empêcher l'avancée de Marine Le Pen dans le cortège. Et je tiens à signaler, à le dire, la réaction des militants qui entouraient Marine Le Pen était de nous hurler dessus « sale juif ». Ah bon ? Oui, ils ont dit « sale juif » et ils ont aussi dit sale faux juif, qui sonne spécialement. Le sale faux juif était dit notamment
par deux juifs qui entouraient Marine Le Pen et qui criaient « Les juifs avec Marine, les juifs avec Marine Ouais. » lorsque nous crions « Le Pen casse-toi, les juifs ne veulent pas de toi ». Et donc on voyait de manière assez claire dans cette crise à ce moment-là, en fait, le niveau d'instrumentalisation. Nous manifestons dans une marche contre l'antisémitisme en étant antisémites de manière ouverte. Alors moi, voilà, j'interroge ça déjà. À quel point en fait, à quel point il y a quelque chose de conscient. Et je parle vraiment dans les militants. Là, c'est la garde rapprochée de Marine Le Pen. On était à quelques mètres d'elle. À quel point il y a quelque chose de conscient, c'est-à-dire, je parle vraiment d'instrumentalisation, et je l'utilise vraiment précisément dans le sens de la conscience d'un antisémitisme, sa connaissance, et le projet malveillant de faire croire qu'on ne l'est pas. Je prête vraiment une raison, enfin, c'est pas ça, un procédé instrumental machiavélique, voilà, je le dis à ce point-là. Et ça, je l'interroge par un autre biais qui est étudié dans un article écrit par Stéphane Vanish qui s'appelle « Les signifiants de Marine Le Pen ». Je vous fais une citation qui est juste un extrait du discours de Marine Le Pen en 2012 pendant les présidentielles. Elle parle des lobbies et elle dit « Parce que ce ne sont pas les intérêts des Français qui motivent le système, ce sont d'autres intérêts, les leurs. Ce sont les intérêts des multinationales, des puissances financières, ce sont les intérêts des lobbies qui s'agitent à Bruxelles. » On n'a aucune mention aux juifs, mais on a un discours qui relève de ce que j'appelle l'antisémitisme structurel. Et cet antisémitisme structurel, donc, qui propage la vision du monde de l'antisémitisme sans désigner les juifs ouvertement, je trouve qu'il passe en dehors des radars complets. Et pour moi, l'axe de combat contre le FN, et pour souligner l'antisémitisme au FN, il passe par ça. Voilà, pardon, j'ai pris trop de temps, désolé. Donc je réponds aux questions posées par Nona Meyer, donc, qui faisait remarquer qu'on a vu lors des dernières élections législatives, mais c'est à chaque élection législative qu'il y a énormément de candidats du Rassemblement national et avant du Front national on ressort du placard des propos antisémites qu'ils ont tenus, des prises de position, etc., ouvertement antisémites, racistes, etc., donc homophobes. Donc oui, je suis entièrement d'accord là-dessus, hein, et je veux dire, et ces gens sont investis, donc c'est évidemment... je suis entièrement d'accord là-dessus. Ensuite, sur les sympathisants, oui, j'avais dans mon PowerPoint de multiples graphiques d'enquête, etc., qui montrent qu'effectivement, les sympathisants ou les électeurs du Rassemblement national sont effectivement ceux qui ont le plus, qui colportent le plus de propos antisémites, c'est-à-dire qui partagent le plus d'items antisémites, de préjugés antisémites. Donc effectivement, bien sûr. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la tendance, alors ça c'est quelque chose, en tout cas ce matin on n'en a pas parlé, mais dans la rhétorique complotiste, il y a un implicite antisémite qui est absolument évident. À mon avis là-dessus, et qui fait que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver dans ces implicites, hein, parce qu'on ne met pas la case juif, mais finalement l'implicite, hein, comme dans l'antisémitisme 2.0, finalement ça amène l'auditeur finalement à le mettre de lui-même. Donc je suis complètement complètement d'accord là-dessus. Et donc ça explique effectivement pourquoi il faut nuancer l'antisémitisme de Marine Le Pen, parce qu'effectivement elle manie très bien cette rhétorique complotiste. Alors après, est-ce qu'elle est antisémite elle-même ? Je veux dire, la question ne se pose pas, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, elle est absolument insoluble. Voilà. D'un point de vue discursif, alors ce philo-israélisme semble particulièrement visible, en tout cas depuis 2 ans, mais je dirais qu'il y a quand même une dimension, enfin une volonté de se profiler comme un groupe politique qui va être en mesure de protéger la population juive, donc identifiée comme une demande politique, indépendamment en fait
d'Israël, de ce qui peut se passer en Israël et au Proche-Orient de manière générale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Bon, c'est probablement très discutable, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de plus. Mais là encore, c'est un élément, en tout cas, lié à la stratégie politique et qui est éminemment discursif. C'est probablement pas réellement le cas. Monsieur avait demandé, donc je répète les questions pour les gens, sur les questions de structuration internationale et par rapport évidemment à l'élection de Donald Trump, par ici, monsieur. Alors c'est vrai que c'est une question intéressante d'abord parce qu'il y a une vraie cohérence géopolitique à l'extrême droite. Par exemple, effectivement, chez les antisionistes, depuis des décennies, il y a le goût de la Syrie et le soutien au régime des Al-Assad, il y a une orientation pro-russe, etc. Ou de l'autre côté, des points de vue pro-israéliens, pro-occidentalistes. Il y a des vraies cohérences géopolitiques. On est sur quelque chose d'assez particulier puisque et Donald Trump et Elon Musk ont sur Twitter fait des signaux vis-à-vis du nationalisme blanc et de la thèse du white genocide, ce qui est quelque chose, le moins qu'on puisse dire, d'assez neuf dans la vie démocratique, que ce type de niveau idéologique arrive sur des gens à cette puissance. Après, ils ont l'air quand même d'avoir une détestation plus prioritaire envers la société multiethnique. Et ça fait quand même un grand changement de braquet par rapport au premier mandat de Donald Trump, parce que l'obsession de Steve Bannon, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu s'entendre en fait avec les extrêmes droites européennes, c'était la question chinoise, la question des rapports de force sino-américains. Quand il était venu faire une tournée Bannon en Europe, c'était un peu tragique au niveau de la discussion, puisque lui disait la Chine et ses vis-à-vis lui répondaient l'islam. Effectivement, ça n'a pas tourné très fort. Là, il y a des choses quand même un peu plus proches. Par rapport à Nona qui faisait force remarque. La question du Covid. La question du Covid a effectivement un vrai intérêt, de vraie importance. Je reprends vite fait la question, par exemple, de ce qui a été présenté comme les complotistes dans le cadre de l'opération Azur. Ces gens qui avaient enlevé une petite fille pour justement l'exfiltrer en Russie, pays libre, pour pas qu'elle soit donnée aux pédosatanistes de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont pas complotistes, ces gens. Ce qu'ils racontent, c'est que l'adénochrome, la substance magique dans les tests Quanon, a été donnée par Satan aux Hébreux dans l'Antiquité, qu'après elle est passée aux Khazars et que toute l'histoire de l'humanité est l'affrontement des Blancs et des Khazars, que les Juifs, les Khazars, ont manipulé la franc-maçonnerie pour faire la Révolution française. Donc là, on reprend l'abbé Baruel. Ils font référence au protocole des sages de Sion. Ils récupèrent le soleil noir des milieux accélérationnistes. C'est pas des complotistes, c'est des antisémites, tout ce qui est plus structuré et avec force éléments nazifiants. Et c'est vrai qu'au moment du Covid, par contre, on a vu des agrégats un petit peu nouveaux, parce que chez ces gens-là, on trouve Quanon, le mind control, qui est une autre théorie du complot tout aussi délirante, etc. Il y a MK Ultra, on ne va pas faire le tour de toutes les théories du complot, mais les agréger toutes à du bon vieux nationalisme antisémite et néonazisme viennent chez nous. Là, il y a eu des choses effectivement très particulières au moment du Covid, et dans ces continuités, je ne pense pas qu'on en soit sorti avant un moment. Et par rapport à ce que dit Nona sur les cycles, la question que tu posais sur les cycles de violence et une violence anti-maghrébine sur 73, alors il y a plusieurs choses. 73, c'est vrai, mais en particulier dans la région marseillaise, c'est lancé. Et Marseille, c'est déjà un quart des attentats à l'explosif en province faits par l'OS. Et le triangle des violences contre les lieux de culte musulmans entre 86 et 2016, c'est 3 têtes, Toulouse, Lyon, Marseille. On est bien dans ce que Benjamin Stora dit être l'idéologie sudiste, cette crispation très particulière contre la société multiculturelle qui est dans une part du Sud. Je crois que l'expression de Stora est juste, et statistiquement, on s'y retrouve. Et ce qui nous amène au dernier point par rapport à ce que tu faisais comme remarque. Je crois qu'il faut bien faire attention à ne pas différencier parfois trop. C'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple je prends mon corpus, que j'évoquais tout à l'heure, c'est 104 personnes qui ont été arrêtées depuis 2017, la plupart, la question n'est pas de savoir s'ils sont antisémites ou islamophobes ou racistes. Je veux dire, c'est entrée, plat, dessert. Hein. Parce que la question, c'est le complot juif de remplacement des populations. Donc il y a à la fois la haine de l'arabe, à la fois la haine de l'islam et à la fois la haine des juifs. Enfin, c'est une vision globale de la modernité. Moi, je réponds en 30 secondes peut-être à la question de Nona sur la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Donc, c'est une définition qui nous a servi dans les discussions entre nous pour annoter c'était une base quoi, pour annoter les commentaires qu'on avait, les 5000 commentaires qu'on a annotés. On n'a pas utilisé cette définition, disons, ex post, à la fin du traitement pour dire, bon alors ça c'est tel type d'antisémitisme, ça c'est tel autre type, chez les identitaires, chez la droite nationale populiste, ça on n'a pas fait comme ça. On a regardé au sein de tous les commentaires étiquetés antisémites dans les différentes régions de YouTube, quels étaient les éléments qui revenaient le plus souvent. Et c'est donc
au sein de la droite, ce qu'on appelait donc la droite identitaire, qui a le plus d'antisémitisme. Maintenant, quel est le récit qui est dominant? Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau, entre guillemets? Ça, on n'a pas été capable de le mesurer. Et quelque part, on a une explosion telle des formes d'antisémitisme. On a trouvé du antisémitisme secondaire, dont il était question hier, cette histoire de chantage à la Shoah que feraient les populations juives, tout un tas d'implicites, etc. Mais on montre quand même que c'est au sein de l'Action française, c'est cette droite identitaire qu'il y a le plus dénoncé à empreinte, comme on a dit, antisémite. Voilà. Merci beaucoup. Et bien voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.